Mesdames et messieurs, bonjour à toutes et à tous. Comme vous le savez, vous êtes incontestablement les bienvenus dans votre émission Les choses du pays, l'émission de proximité, l'émission de tous les sujets, mais également l'émission du peuple pour le peuple et par le peuple. Dans ce numéro de votre émission Les choses du pays, comme vous le savez, nous arrivons généralement par surprise chez les gens. Et parce que nous avons pensé qu'il était certainement nécessaire que nous allions voir M. Luc Bongomesi, le président du Morena, qui, il y a quelques mois, avait saisi la Cour pénale internationale par rapport à un certain nombre de choses qui se déroulent au Gabon. Nous voulons justement savoir à quel niveau nous en sommes par rapport à cette saisine, mais aussi que l'année 2013 s'en allant, l'année 2014 arrive. Ce dernier a certainement des vœux à formuler à l'endroit des morénistes, mais également de manière générale du peuple gabonais. Et ensuite, effectivement, comme vous l'aimez bien, nous allons nous entretenir avec ce dernier dans une discussion à bâton rompu. C'est l'émission Les choses du pays. Avec ce dernier, nous ferons un décryptage de la situation politique et sociale du Gabon durant l'année 2013. C'est dans la rubrique En toute sincérité que je vous invite à retrouver, tout en vous rappelant que vous avez la possibilité de nous joindre au 07 19 70 05 ou alors au 05 40 81 54. À toutes et à tous, bienvenue dans le thermomètre de la société. Monsieur le Président, bonjour. Bonjour, Monsieur Kovako. Déjà, meilleurs vœux. Merci à vous de même. Je suis heureux de vous recevoir à mon domicile aujourd'hui, le 31. Et j'espère que je ne vous garderai pas jusqu'au 1er janvier 2014. Mais si on peut rester avec vous, vous savez, vous êtes un océan de connaissances. À chaque fois qu'on est avec vous, à chaque fois qu'on peut s'entretenir avec vous, on apprend toujours quelque chose. Merci beaucoup des compliments que vous me faites, monsieur. Mais je pense quand même que le plus important aujourd'hui serait de nous adresser au peuple gabonais. Alors, Monsieur le Président, il y a longtemps on vous a vu, hein? Effectivement, il y a quelque temps, je me suis déplacé, je suis allé à Paris. Et j'ai passé un mois à Paris, parti le 27 novembre, je suis rentré le 27 décembre. Voilà. Je me suis déplacé pour des raisons familiales. Il y a mon fils qui recevait le diplôme de master spécialisé. Et l'INSA de Lyon nous a adressé un billet d'invitation. Et nous avons eu le plaisir d'assister à cette manifestation. Alors, si ce n'est pas trop vous demander, est-ce que vous pouvez nous dire comment se porte le Morena? Parce que vous êtes quand même en voie de disparition sur l'échiquier politique. Hein? Je voudrais d'abord vous demander de me donner l'occasion de m'adresser au peuple gabonais. Et après, je répondrai à votre question. Merci, Monsieur le Président. Justement, mesdames et messieurs, comme vous le savez, c'est l'émission des choses du pays, le thermomètre de la société. Monsieur le Président, nous restons suspendus à vos lèvres. Les Gabonais vous regardent en ce moment. Vous avez la parole. Gabonaises, Gabonais, chers compatriotes, la tradition moderne nous impose à tous l'usage des vœux à la fin de chaque année civile correspondant à une rotation complète de la Terre autour du Soleil. C'est donc pour moi, au nom du mouvement de redressement national Morena et en mon nom personnel, un agréable devoir de vous présenter à tous, en cette circonstance particulière d'une nouvelle année 2014, les vœux de santé, de bonheur, de joie, de prospérité, d'espérance, de courage, de réussite et de longévité. Certes, devant les épreuves et le contexte dans lequel le plus grand nombre de Gabonais vit, pas de démocratie, pas d'école ni de cours, pas de dispensaires ni d'hôpitaux ou de médicaments, pas d'eau ni d'électricité, de route, pas de travail pour disposer des moyens de subsistance, etc. Il y aurait lieu de se demander à quoi serviraient des vœux devant un horizon aussi sombre, ne laissant apparaître aucun éclairci. Cette interrogation paraît logique et légitime, mais l'histoire du monde nous apprend que de nombreux peuples ont connu des moments semblables par leur courage,
leur témérité, leur ténacité, leur ingéniosité, leur solidarité et leur organisation ont vaincu toute forme d'adversité. Le peuple gabonais devrait comprendre que la résignation ne pourrait être la solution à la situation actuelle, car elle conduirait à sa disparition totale, comme le sont devenus ceux qui ont choisi la facilité et le désespoir. C'est donc dans ce contexte que le Morena assure de son soutien dans leur combat les médecins déflatés de la CNSS, les enseignants de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur, les élèves, collégiens, lycéens, étudiants, dans la recherche de la formation d'une élite compétente et responsable dans notre pays. Les employés de tous les secteurs d'activité en but au refus de reconnaissance de leurs droits pourtant reconnus par la législation en vigueur, tous les sans logis et sans voix de notre société. Avant les dernières élections locales, le Morena avait prévu dans sa déclaration du 10 octobre 2013 que les conditions n'étaient pas encore réunies pour une élection transparente et crédible. Où en sommes-nous maintenant? Il réaffirme qu'il faut désormais une nouvelle manière de gérer le Gabon avec des femmes et des hommes nouveaux. Qui oserait penser qu'un jour le parti au pouvoir et ses alliés, après avoir opprimé le peuple gabonais pendant des dizaines d'années, puissent miraculeusement accepter les règles démocratiques? Il paraîtrait donc illusoire de croire à un changement véritable si le peuple gabonais continue à assister en spectateur à toutes ces manœuvres dilatoires sans oser imposer l'exercice de sa souveraineté. Dans le domaine de la communication, il ressort que les médias sont confisqués par le PDG et le pouvoir, privant ainsi le peuple des informations diversifiées et crédibles utiles à sa formation et à sa culture, laissant libre cours à un matraquage démagogique marquant de plus en plus un grand recul de la liberté d'expression dans notre pays. En présente circonstance, le Morena interpelle la conscience de tous les journalistes de ce secteur pour rappeler leur devoir de servir la nation tout entière, car la communication est un vecteur très important dans le processus de développement d'un pays. Quant à la presse privée, elle reçoit nos encouragements pour l'effort de diversification de l'information qu'elle fournit, malgré le contexte parfois très difficile. Le souhait des Gabonais aujourd'hui est de voir la communication pendant cette année 2014 jouer pleinement son rôle sans entrave. D'une manière générale, aucun secteur de notre pays ne connaît de développement notable. Il revient donc à chaque citoyen conscient du devenir de notre pays en 2014 de prendre ses responsabilités de façon individuelle ou collective pour mener le Gabon, notre cher pays, vers un véritable développement intégré et intégral. Sans plus se dire, on va encore faire comment? Bonne et heureuse année 2014, je vous remercie. Alors, Monsieur le Président, nous venons de vous écouter avec beaucoup d'attention, tout comme les téléspectateurs qui nous regardent en ce moment et de manière générale, le peuple gabonais. Voilà une sortie assez élogieuse du Morena qui, pour certains, était pratiquement enveilleuse. Je tiens à vous remercier et
à rassurer le peuple gabonais sur la détermination du mouvement de redressement national Morena à rechercher sa liberté et à rechercher l'indépendance et le développement du Gabon. Si aujourd'hui, le peuple gabonais a l'impression que nous sommes en retrait, c'est tout simplement parce que le mouvement de redressement national a décidé, depuis 2012, de s'écarter de l'ensemble de l'opposition gabonaise. Pilier de l'opposition, nous nous posons la question de savoir là où nous allons. Les problèmes sont très importants dans ce pays, mais l'opposition dans son ensemble semble vouloir les éviter pour s'adonner à des problèmes circonstanciels. Nous prenons l'exemple tout récemment des élections locales. Les élections locales, pour nous, ne semblaient pas être prioritaires par rapport au débat de fond. Le débat de fond concerne quoi? Le mandat présidentiel qui était de 5 ans après la conférence nationale et qu'on a ramené à 7 ans. Mais les gens font semblant de l'avoir oublié. Quels sont les problèmes de fond de ce pays? Il avait été décidé en 1990 que les élections auront lieu à 2 tours. Mais aujourd'hui, vous avez des élections à 1 tour et personne ne semble s'en préoccuper. Et vous vous rappelez également qu'après les élections anticipées de 2009, j'avais introduit un recours à la Cour constitutionnelle pour mettre en doute les origines gabonaises d'Ali Bongo Ondimba. Aucun candidat, aucun acteur politique n'a appuyé cette revendication qui, pourtant, aux yeux de tout le monde, est une revendication fondée. Mais après un ensemble de constats, je me suis aperçu qu'en définitive, certains de nos confrères ne visent qu'à accompagner Omar Bongo, Ali Bongo, en laissant croire qu'ils font de la démocratie. Nous allons donc nous dire à ce niveau, et en se référant à vos propos, que non seulement vous combattez le PDG depuis belle lurette, mais aussi que désormais vous doutez de l'opposition gabonaise. Mais je pourrais vous dire, peut-être que ça vous amuserait, que j'ai entendu de la bouche de certains opposants qu'ils n'étaient pas des opposants, mais des contestataires. Ce mot n'est pas de moi, et certains pourront se reconnaître. À partir de ce moment-là, nous nous sommes dit que finalement, nous n'avions pas les mêmes objectifs. Nous n'avions pas les mêmes objectifs, et puis moi je les comprends. Je les comprends parce que pendant plusieurs années, ils ont été les acteurs du parti unique. Pendant plusieurs années, ils ont accompagné le PDG après la conférence nationale et devraient endosser d'une manière objective. Je ne dis pas qu'ils ne puissent pas être sincères avec le peuple gabonais, mais ils devraient endosser la responsabilité de l'immobilisme de notre pays. Parce que quel est le bilan qu'ils peuvent faire? Et qu'est-ce qu'ils peuvent aujourd'hui nous proposer pour que le peuple gabonais puisse avoir une confiance totale en eux? On nous a parlé d'émergence. Depuis 4 ans, est-ce que vous pensez que la vie des Gabonais s'est améliorée? Après 4 ans? Mais lorsqu'il s'agit de soulever ce genre de problème, aussi bien les acteurs au pouvoir que les acteurs dans l'opposition semblent vouloir l'éviter. Nous continuons à penser qu'il faut éviter de continuer à berner le peuple gabonais. Il faut éviter de continuer à berner le peuple gabonais en lui faisant croire à certaines solutions que les gens ne sont pas engagés à apporter à la situation actuelle. Si le peuple gabonais veut se faire berner, alors qu'il se fasse aussi berner par ceux-là qui le bernent, Monsieur le Président. J'ai toujours refuté cet argument. J'ai refuté cet argument parce que, partant de l'histoire de ce pays, je vous dirais qu'en 1964, les militaires gabonais ont fait un coup d'État.
Ils ont fait un coup d'État pour chercher à redresser le tort qui était fait au peuple gabonais, en mettant Léon Mba qui n'avait pas eu la majorité à l'élection territoriale. Bon, donc pour nous, c'était déjà un acte. Ensuite, nous nous rappelons quand même qu'en 90, le peuple gabonais s'est levé pour réclamer la démocratie. La constitution de 1991, si elle était maintenue et appliquée, on verrait dans ce pays l'alternance pacifique que nous réclamons, nous, au mouvement de redressement national depuis 1981. Mais après cela, avec la complicité des acteurs actuels et peut-être ceux qui sont partis, on est revenu d'une manière beaucoup plus habile au système du parti unique, en supprimant les élections à 2 tours, en réduisant, en rallongeant le mandat présidentiel à 7 ans et en introduisant d'autres éléments qui réduisaient, enlevaient de la Constitution tous les attributs démocratiques. Et aujourd'hui, certains semblent se complaire aux élections à 1 tour. Le troisième problème, ou le quatrième ou cinquième, excusez-moi, mais je vous dirais que le mouvement de redressement national n'a pas souvent voulu présenter des candidats aux élections locales. Peut-être parce que vous n'avez pas de personnes capables, Monsieur le Président. Mais si vous pensez que ceux qui présentent les candidats aux élections, ces candidats sont capables, faites le recensement à la suite des élections qui viennent de se dérouler. Bon, je reviendrai sur la qualité des élections. Mais je dirais que les institutions que sont les communes et les collectivités locales ne jouent pas leur rôle dans notre pays. Vous ne pouvez pas prendre des cadres, leur donner des communes à gérer essentiellement parce qu'ils doivent faire des actes de décès et des actes de naissance sans aucun moyen de développement. Dans d'autres pays, mais ce sont les maires qui construisent les routes, ce sont les maires qui construisent les villas ou les équipements collectifs, ce sont les maires qui gèrent la communauté. Or aujourd'hui, enfin les communes, mais l'État discute ces différentes activités avec ces petites entités. Mais M. Ekoura, à quoi sert l'Assemblée départementale aujourd'hui dans notre pays? Le Morena a une vision haute. Le Morena a une vision haute. Le Morena estime que ces différentes entités doivent être dotées de grands moyens pour contribuer au développement de la zone et améliorer les conditions de vie des Gabonais ruraux. Or, les jeunes qui sont mis à la tête des assemblées départementales passent parfois leur temps à lire les journaux. Et moi, je ne voudrais pas que nous ne voulons pas sacrifier des cadres à ce genre d'opération. Voilà déjà aussi une position. Nous estimons que les aménagements de routes, les constructions des écoles, les constructions des dispensaires, l'aménagement des villages, les équipements des villages en eau et d'électricité devraient être réellement du domaine de l'Assemblée départementale ou du domaine de la commune. Donc, à l'heure actuelle, les maires, les présidents d'assemblée, surtout les maires appelés seulement à signer les actes de naissance, à signer les actes de décès, et les présidents de l'Assemblée départementale, pour moi, pour nous, nous ne savons pas ce qu'ils font. Nous avions demandé en 2001 au département du thème habitant, quand j'étais candidat à l'Assemblée, candidat aux élections législatives. Je leur avais dit, faites de moi votre député, envoyez-moi à l'Assemblée nationale. Mon slogan était Malom Bangono, Assemblée nationale. J'envoie Bangono à l'Assemblée nationale. Et je leur ai dit, donnez-moi également l'Assemblée départementale. Parce que je voudrais utiliser le département comme modèle de développement des assemblées départementales en organisant la structure des cellules agricoles. Nous ferions recruter un ingénieur agronome qui parcourrait tous les villages, qui amènerait les semences, qui essaierait de faire en sorte que l'Assemblée puisse être le promoteur de l'agriculture dans la zone. Monsieur le Président, finalement, est-ce que ce ne sont pas vos prises de position qui font de vous aujourd'hui un homme peu fréquentable
tout comme le Morena dont vous êtes le président? Je crois que cela peut être possible, mais peu fréquentable, je vous l'accorde. Mais si nous sommes peu fréquentables, c'est que peut-être que le peuple gabonais ne comprend pas encore suffisamment notre message. Notre message est la recherche de son bonheur. Notre message est l'exercice de sa souveraineté. Je vous rappelle que j'ai fait le sacrifice de ma vie en 1981, jeune cadre. J'ai accepté de faire la prison. Parce que j'estimais que les conditions dans lesquelles les Gabonais vivent, ils ne les méritaient pas. Dans un pays qui regorge d'autant de ressources, dans un pays où on dit qu'on retire entre 32 000 milliards et 45 000 milliards, mais les Gabonais vivent à la limite de la mendicité. Les Gabonais se nourrissent dans les poubelles, ce qui est une situation anormale. Donc, le message que nous avons lancé à cette époque était le retour au multipartisme pour permettre au peuple gabonais d'exercer librement sa souveraineté par une alternance pacifique au pouvoir. C'est-à-dire que si on désigne des dirigeants dont l'action ne répond pas aux préoccupations des peuples, ces gens-là sont immédiatement remplacés. Moi, je voudrais vous dire que dans un pays démocratique, on ne peut pas avoir quelqu'un au pouvoir pendant 42 ans, tel que cela a été au Gabon. Oui, mais vous l'avez accepté avec Omar Bongo Ondimba. Nous ne l'avons pas accepté puisque nous avons contesté le fait en 1981. Peut-être le peuple ne nous a pas suivis. Peut-être le peuple était surpris par cet acte. Mais nous nous sommes aperçus, peut-être un peu tôt, qu'avec ce système, la démocratie n'existait pas. Et aujourd'hui, en 2000, quand nous sommes arrivés en 1990, nous pensions effectivement qu'avec la Constitution de 1991, telle que nous l'avions recommandée lors de la conférence nationale, on accéderait désormais à la démocratie, on accéderait désormais à l'alternance pacifique. Mais il faut rassurer le peuple gabonais que c'est nous qui nous préoccupons de ces problèmes. C'est nous qui nous préoccupons de son bonheur. C'est nous qui nous préoccupons de l'avenir du peuple gabonais, de l'avenir de notre pays. Ceux qui nous font passer pour peut-être les gens amortis ne comprennent pas le message qui est le nôtre. Et pourquoi ils peuvent nous considérer comme amortis? Tout simplement parce qu'ils se sont constitués des ressources. Et avec ces ressources, ils peuvent se passer d'un combat qui pourrait mener le peuple gabonais à assumer pleinement sa souveraineté, à assumer l'avenir d'une manière responsable. Voilà, monsieur Kouga. Monsieur le Président, certains vont à la mangeoire à visage découvert, d'autres y vont avec un masque. Vous n'allez pas à la mangeoire, non seulement vous n'y allez pas à visage découvert, et vous refusez aussi d'aller au moins avec un masque. Est-ce que le Morena, finalement, dans l'opposition gabonaise, est un parti qui navigue seul? Merci, monsieur Kouga. Je crois que la petite réflexion que je pourrais faire aujourd'hui, monsieur Kouga, c'est que le jour où je n'ai rien à manger, vous savez ce que nous mangeons à la prison quand nous n'avions rien? Je prenais un bout de pain, je le plongeais dans l'eau. Et ça me servait de repas. Et vous me voyez aujourd'hui, je ne suis pas mort. Mais ce que je ne comprends pas, c'est certains de nos amis et de nos compatriotes, c'est le souci d'un cumul que je qualifie, moi, avec responsabilité, d'idiot. On amasse les moyens qui auraient pu contribuer au développement de ce pays. On les amasse pour les envoyer dans d'autres pays où ils financent le développement de ce pays. Mais personne ne peut manger autant que 10 personnes. Et si vous le faites, vous mourrez. Personne ne peut habiller 15 costumes le même jour. Personne ne peut dormir dans 10 maisons. Non. Mais qui comprennent d'ailleurs également qu'en construisant plusieurs maisons, ils restituent à la société ce qu'ils ont pris à cette société.
Voilà pourquoi nous estimons qu'il ne faut pas se compromettre pour des soucis qui ne visent que les intérêts personnels. Quand vous entrez en politique, il faut savoir s'oublier. C'est-à-dire qu'il faut prendre des dispositions pour que votre combat porte essentiellement sur l'amélioration, sur la défense de l'intérêt de tous. Si vous mettez au devant de la scène votre ventre, vous ne vous battrez plus suffisamment pour sauvegarder l'intérêt général. Vous savez que c'est ça qui a été le piège dans ce pays. Vous vous battez, on vous dit mais enfin pourquoi vous le faites? Voilà la mangeoire. On vous donne votre part. Vous refusez d'aller à la mangeoire. Mais je le refuse, je ne vois même pas l'intérêt. Quel est l'intérêt? Nous voulons que les gens habitent dans des conditions convenables. Mais si on me donne l'argent, est-ce que cela permet de résoudre le problème, la difficulté à laquelle les Gabonais sont confrontés, notre cher ami? Non. À certains moments, il m'a été proposé d'entrer dans certains gouvernements. Mais j'ai refusé. J'ai refusé parce que ceux qui y vont, ils n'ont pas les mains libres pour pouvoir affirmer leur identité politique et affirmer le souci qui les a amenés à entrer dans la vie politique. Vous avez vu certains ministres dans ce pays, quand ils sont entrés, ils avaient un moral haut. Mais après quelque temps, ce moral est devenu bas. Bon, est-ce qu'on peut demander au gouvernement Don Sima de faire le bilan avec les agences? Est-ce qu'on peut demander au gouvernement Don Sima de faire... Et les agences dépendent de qui? Si les agences dépendent de la présidente de la République, à qui la présidente de la République rend des comptes? Mais vous avez des situations ambiguës. Des situations ambiguës qui font en sorte que, aujourd'hui, le peuple qui doit être un peuple sincère se retrouve parfois confondu. Donc, moi je vous dis que le ventre ne devrait plus exister quand on s'est engagé dans un combat comme le nôtre. Parce que c'est l'arme la plus, c'est-à-dire la corruption est l'arme la plus forte pour faire tomber les grands combattants. Alors, qu'est-ce que ça vous fait de constater que ceux qui faisaient autrefois chemin avec vous, notamment dans tout ce qu'il y a eu comme organisation mise en place pour rassembler, pour solidifier l'opposition, qu'est-ce que ça vous fait de savoir que finalement, vous n'avez pas la même couleur dans le combat? Mais... Et que votre franchise dans le combat vous différencie de ces derniers. Je vous remercie, M. Kouga. Moi, je crois que je ne suis pas très surpris. Je ne suis pas surpris parce que quand nous avons initié le combat de l'opposition, plusieurs d'entre eux étaient dans le PDG. Je me demande s'ils n'ont pas gardé les réflexes. Et je me demande si certains ne sont même pas gênés quand ils me voient parce qu'ils sont conscients que ce sont eux qui nous ont mis en prison parce que nous avons demandé le retour au multipartisme pour l'instauration d'une démocratie véritable. Et je me demande même aujourd'hui si les choses se présentent telles qu'elles sont, si ce n'est pas la volonté de ce PDG avec différentes branches, et on dit le Morena avec des fossiles et autres, mais le PDG avec ces différentes branches, cette situation qui fait qu'il n'y ait pas de démocratie. Parce que le peuple aura à choisir qui est différent de qui. Aussi bien ce qui était hier avec Omar, que continue son action en étant émergent, que ceux qui sont sortis du groupe et qui se réclament de l'opposition. Tous ont été à la même école, tous respectent les mêmes principes. Et ce sont eux que le peuple écoute, bizarrement. Malheureusement, je vais vous dire quelque chose d'assez amusant. Le défunt Oyono,
m'a recommandé un jour, me dit, bon, c'était mon beau-père, me dit, mon beau-fils, dans le combat politique, ne regardez pas le mouvement des foules. Les foules vont là où va le vent. Soyez convaincus des principes que vous défendez. Je reste ferme là-dessus. Je ne suis pas complexé, mais je voudrais demander au peuple gabonais de faire extrêmement attention, parce qu'effectivement, j'ai entendu de la bouche de plusieurs de nos compatriotes ceci. Qu'est-ce que le peuple? On le manipule. Et je pense que c'est ce que et le PDG et une partie de l'opposition font aujourd'hui, manipuler le peuple gabonais. Que ce peuple en prenne conscience. Nous ne faisons pas de l'opposition pour le plaisir. Nous faisons de l'opposition aujourd'hui et depuis longtemps parce que nous estimons que le peuple gabonais a des droits qui lui sont refusés. Les droits démocratiques lui sont refusés. Les droits économiques lui sont refusés. Et ainsi de suite. Le Gabon devait être une petite Suisse en Afrique centrale. Mais dans ce pays, ceux qui arrivent de l'extérieur pillent et vous laissent dans la misère. Mais à beau le crier, effectivement, M. Koga, mais on a l'air d'être ridicule. Je m'excuse, on a l'air d'être ridicule. Que nos enfants, nous qui ne sommes pas nombreux, se retrouvent à 100 par salle de classe. Hein? Que nos épouses accouchent à même le sol. Mais M. Koga, n'allez pas couper ça. Parce que n'allez pas couper. Je vous apprends que certains pays envoient des femmes, je vous l'ai dit la dernière fois, envoient les femmes à Libreville accoucher pour que leurs enfants aient la nationalité gabonaise. Vous pouvez le prouver. Mais bien sûr, enfin, de toute façon, prouver d'une manière ou d'une autre. Nous tenons ça d'une femme étrangère qui prenait l'avion pour venir accoucher à Libreville. Et les autorités gabonaises acceptent ça, monsieur le président? Mais je ne sais pas s'ils ne le connaissent pas. C'est mon interrogation. Et même une autre personnalité du PDG en plus me laissait entendre que dans un pays, on lui disait qu'il y avait près de 200 000 enfants qui avaient une double nationalité. 200 000. Une double nationalité. Donc, le peuple, lui, dort. Alors que, ailleurs, les gens s'organisent pour s'approprier le Gabon. Les gens s'organisent pour s'approprier le Gabon. La position gabonaise aussi regarde et ne dit rien. Mais je suis au moins en train de parler, si c'est tout ce que le Morena peut faire maintenant. Mais vous êtes seul, monsieur le président, vous êtes seul. Mais je crois quand même que pour réaliser certaines opérations, parfois, il faut accepter d'être seul. Parce que c'est à ce moment-là qu'on estime qu'on a raison. Alors, monsieur le président, finalement, l'UFC, l'UEFA, ça a servi à quoi en ce qui concerne l'opposition gabonaise? Vous me posez une question à laquelle j'aurais beaucoup de mal à répondre. Hein? Oui. Beaucoup de mal à répondre. Parce que lors de la création de l'UFC, j'ai refusé d'y participer. Refusé tout finalement? Non, mais parce que je ne sais pas. On fait et on défait tous les matins. Hein? Aujourd'hui, telle coalition, telle autre coalition, je ne sais pas à quoi doivent servir ces multiples coalitions. Mais pourquoi de l'UFC, pour un débat de leadership, on est parti à l'UEFA? Donc moi je ne peux pas vous répondre à cette question. Peut-être une stratégie d'attaque, une stratégie de combat pour l'opposition gabonaise. Vous pensez que parce qu'on s'appelle l'UFC ou parce qu'on s'appelle l'UEFA qu'on peut mieux combattre le système actuel? Non, les méthodes ne sont pas... Moi je crois qu'on arrive à des situations de diversion. On arrive à divertir le peuple gabonais. Le combat est ailleurs. Nous demandons aux Gabonais que vous devez exercer votre souveraineté. Si elle vous est refusée, levez-vous.
la Concorde dit « Éveille-toi Gabon ». Ce n'est pas Bengono qui a créé ça. C'est que vous avez l'air d'être endormi. C'est la Concorde qui vous le demande. Et nous aussi, on vous le demande. Pour que vous puissiez jouir de vos droits et de vos richesses. Monsieur le Président, êtes-vous un extrémiste? Parce que quand je vous entends parler, j'ai comme un goût d'inachevé, d'appel à l'insurrection, Monsieur le Président. Est-ce que c'est digne d'un parti aussi responsable que le Morena? Je tiens à vous remercier. Quand je parle, c'est l'expression de l'amour que je porte à mon pays. Je ne suis pas heureux de voir les Gabonais malheureux sur leur propre territoire. Je ne suis pas heureux de voir, sans être xénophobe, d'autres personnes envahir ce pays pour s'accaparer de ses richesses. Non, M. Goua, ce n'est pas de l'extrémisme. On a d'abord fait quoi pour que ça devienne extrémiste? Parce qu'on est extrémiste quand on vous fait des propositions et que vous refusiez ces propositions pour aller, oui, vous refusiez ces propositions pour exiger un peu plus. Nous avons demandé le multipartisme. Il a été phagocyté. Ça devient un jeu. Hein? Et je pense même que c'est à la limite du ridicule. Vous avez demandé la biométrie. On vous a servi la biométrie dans un plateau orné de roses, Monsieur le Président. Monsieur Koga, je vous ai dit dès le départ et dans la déclaration tout à l'heure que le 10 octobre, le Morena a estimé, face à tout ce que nous avons constaté, le transport des électeurs comme dans l'OTAN, l'allocation de ceci, cela, les responsables du PDG qui disposaient des appareils d'enrôlement, ainsi de suite, que les conditions de transparence exigées pour une élection crédible, transparente et régulière n'étaient pas réunies, M. Koga. Ce n'était donc pas la biométrie que l'on a... Mais ce n'est pas la biométrie qui a été appliquée ailleurs, puisque le PDG a refusé l'authentification. Et je vous dis que le PDG est un parti unique. Il a dans sa pensée une pensée unique. Mesdames et messieurs, bienvenue à toutes et à tous dans la deuxième partie de votre émission. Comme vous l'avez remarqué dans la première partie, nous sommes, ou alors si vous voulez, nous étions en entretien avec M. Luc Bongonsi, président du Morena, avec qui justement nous nous entretenons en ce qui concerne pas mal de sujets du pays. Monsieur le Président, merci encore du temps que vous nous accordez, parce que nous savons que vous êtes un homme à multiples occupations, mais il est tout de même important pour moi de vous ramener sur vos propos de fin de la première partie. Lorsque vous dites que c'est un retour à la maison du Père pour certains de vos confrères de l'opposition, qu'est-ce que vous voulez insinuer par là? Je tiens à vous remercier et puis je m'excuse si je vous reçois pour quelque temps ici. Je voudrais quand même que le peuple gabonais sache que cela ne nous dérange pas. J'aurais souhaité qu'à plusieurs reprises, nous ayons l'occasion de nous adresser à lui par votre canal. Mais j'entends par retour à la maison du Père, essentiellement sur le plan de revenir à la gestion du pays. Comprenez, ceux qui ont déjà été au pouvoir ont souvent et très souvent envie de reprendre leurs activités, de reprendre la gestion de certains secteurs, oubliant que le rôle de l'opposition est de créer de nouvelles conditions de gestion du pays, de créer les conditions d'alternance. Voilà pourquoi nous nous demandons si aujourd'hui plusieurs d'entre eux se sont battus pour prendre part aux élections locales, est-ce que ce ne serait pas un tout petit peu pour les uns devenir maire d'une localité
pour les autres retourner au Sénat. Vous savez que déjà plusieurs d'entre eux ont été des députés dans le temps, et s'ils vont au Sénat, ils continuent leur carrière politique. Et c'est ce que moi je qualifie aujourd'hui de retour à la maison du Père, tout en spécifiant qu'en réintégrant ces milieux, ils réintègrent leur famille, ils réintègrent leur cercle de débat qu'ils ont quitté il y a quelque temps. Alors, Monsieur le Président, n'avez-vous pas remarqué comme nous que, à cause de vos prises de position qui restent incontestablement radicales, vous êtes désormais mis en quarantaine, non seulement par le système en place, mais également par l'opposition gabonaise, ce qui fait désormais de votre parti un parti seul, et vous, un homme peu fréquentable. N'avez-vous pas songé un seul instant à mettre un peu de l'eau dans votre vin? Monsieur Ekoga, je crois qu'il faut éviter de confondre les attitudes que nous devons adopter lorsqu'il s'agit de traiter les problèmes de notre pays. Nous avons créé le Morena le 23 novembre 1981 avec le souci de faire en sorte que le Gabon connaisse une démocratie véritable. Et je l'ai dit lors du début de cette émission que la plupart de nos amis étaient aux commandes. Et c'était, si je n'exagère pas, les grands chantres du parti unique. Bon, aujourd'hui, nous ne voyons en rien pourquoi on peut penser que nous allons à l'encontre du courant. Si ce courant vise à résoudre les problèmes du Gabon, l'impression que nous avons eue jusque-là, c'est que nos compatriotes qui ont les commandes de ce pays pensaient en priorité à eux-mêmes. Cela se démontre, et nous l'avons évoqué tout récemment. Vous savez, M. Kouka, plusieurs personnes me disent, mais il y a beaucoup de travail, le Gabon est en chantier. Mais la route Libreville-Kango, mais c'est un projet qui est financé par le Fonds européen de développement. Et ce projet avait été retenu au temps d'Omar Bongo Ondimba. Le chantier Modouman-Djolé est financé par le Fonds européen de développement. Et ce chantier également avait été retenu au temps d'Omar Bongo. Mais on ne peut pas nous dire aujourd'hui si ces chantiers s'exécutent, que ça vienne à l'actif. Et je suis même convaincu qu'on les avait bloqués pour éviter que nous puissions penser que c'est Omar qui les a réalisés. Et aujourd'hui, on a lancé pour dire que ceci est mis à l'actif de ceux qui sont au pouvoir. Non, non, ce sont des fonds de l'extérieur. Je disais au temps où je crois que M. Ndoutoumé-Man était Premier ministre, on venait de faire des ponts sur un thème, un pont à Ngozi, un pont à Eboro. Et certains membres du gouvernement, soit en visite officielle, soit en visite privée, se rendaient à Eboro pour voir ce pont. Ce comportement m'a gêné. Et quand j'ai trouvé certains compatriotes à Eboro, je leur ai dit, mais ceux qui viennent ici, mais devraient comprendre que l'argent de notre Gabon devrait servir à réaliser des ouvrages de ce genre. Mais on n'a pas à venir admirer un ouvrage qui a été réalisé ou financé par le Fonds européen de développement. Et nous qui sommes aux commandes, nous prenons cet argent-là pour le déposer ailleurs. Nous prenons cet argent pour financer les autres économies. Monsieur Ekoga, nous ne voulons pas être seuls, mais nous demandons aux Gabonais de penser d'abord au Gabon. Nous demandons aux Gabonais que nous puissions nous regrouper toutes les énergies, toutes les forces pour bâtir notre pays.
Pensez-vous que je veuille le faire ce travail? On ne dirige pas un pays totalement seul. Mais je risque d'être seul si les gens ne sont pas animés du souci de libérer le Gabon, du souci de construire le Gabon, du souci de faire du peuple gabonais un peuple heureux. J'accepterai à ce moment-là si les gens ne comprennent pas le message d'être seul. Ne dit-on pas que mieux vaut être seul que d'être mal accompagné? Si vous êtes mal accompagné, vous n'atteindrez pas les objectifs. Les objectifs ne sont pas nécessairement des objectifs d'intérêt personnel, mais nous disons, nous avons besoin de toutes les intelligences gabonaises, nous avons besoin de toutes les forces gabonaises. Nous ne sommes pas contre eux, mais nous nous battons pour eux, nous nous battons pour ce pays. Voilà pourquoi je crois qu'il faut profiter de cette occasion pour dire aux uns aux autres, même ceux qui estiment avoir quitté l'autre, mais qu'ils deviennent réellement des Gabonais qui se soucient de l'évolution de ce pays. Ça peut se produire. Mais tant qu'ils ne prennent vraiment pas d'abord en eux-mêmes cet engagement, nous voyons très mal, parce que ça fait 4 ans. Mais, monsieur Goga, vous m'excuserez encore une fois, que je vous rappelle un fait insolite. Avant que je ne passe devant la Cour constitutionnelle, je me suis rapproché d'un candidat qui est compatriote pour lui dire, bon, la rumeur publique dit que si vous ne me donnez pas le complément d'information, mon recours risque de ne pas prospérer. Il m'a dit, non, je m'en tiens à ce que le président m'avait dit, qu'il était son fils. Et j'ai pris la parole pour lui dire, monsieur, rappelez-vous d'une chose, c'est que je vous ai posé ce problème-là pour que, dans l'avenir, vous ne puissiez pas dire au peuple gabonais, Bongo savait bien que, et il ne s'est pas rapproché de moi. Voilà pourquoi je vous ai posé le problème aujourd'hui et vous m'avez répondu. Après la Cour constitutionnelle, il s'est rapproché de moi, lui cette fois-ci, pour me dire, monsieur le président Bengono, vous auriez voulu que je vous donne quelques éléments pour que ce soit vous qui deveniez le président de la République gabonaise. Monsieur Ekoga, je lui ai répondu en ces termes. Le combat que nous menons est le combat du peuple gabonais. Si nous le libérons, si nous libérons le peuple gabonais, il lui appartient de prendre le pouvoir et de le donner à celui qu'il estime capable d'assurer ses lendemains. Il faut également avoir de la représentativité sur le terrain et pour gagner une élection. Je prends simplement le cas de 2009. Vous étiez candidat aux élections présidentielles, mais malheureusement, vous n'avez pas gagné. Qu'est-ce qui explique cette défaite? Je tiens à vous remercier. Je m'attendais à ce que, après ces élections, les gens puissent estimer que nous ne sommes pas représentatifs. D'ailleurs, le score qui m'a été donné a été donné sciemment pour que sur le plan national et sur le plan international, on puisse dire que le Morena n'a pas d'assise sur le plan national. Qui vous a donné ce score? Mais ce sont ceux qui... Ceux qui ont gagné l'élection? Non, non, enfin peut-être bien, c'est la Sénat pour ceux qui ont gagné. Moi, je connaissais même plus ou moins mon résultat parce que je savais que j'aurais 0,0. Tout simplement parce que les gens tenaient à m'humilier. Monsieur Koga, les gens tenaient à m'humilier. Mais ce que certains ne savaient pas, c'est que pour nous, l'occasion était opportune pour mettre au grand jour l'idéologie du mouvement de redressement national. Quand j'ai pris la présidence du mouvement de redressement national en 2006, j'ai dit aux militants de ce parti, ne nous précipitons pas. Dès que le Morena a été créé en 1981, nous avons été mis en prison. En 1989, le père Mbabassou est venu se présenter ici comme étant le véritable responsable du mouvement de redressement national. Mais au fond, nous ne partageons pas la même analyse du pays. Nous ne partageons pas les mêmes objectifs. Bon, le pouvoir a fait du père Mba le grand opposant. Mais aujourd'hui, nous avons l'impression, je n'ai rien contre le père, hein, nous avons l'impression effectivement que
combat qui a été mené à ce niveau ne visait pas la libération du Gabon. En plus, il y a eu d'autres qui se sont présentés. Il y a eu les Boutamba, il y a eu les Zébémine, je m'excuse de les citer pour ne pas faire de la publicité, mais on a toujours fait en sorte que la cellule mère du mouvement de redressement national n'est pas prise sur l'opinion nationale. Mais à ce moment-là, je leur ai dit, nous prenons la responsabilité d'informer les missions diplomatiques et les autorités de notre pays sur les principales préoccupations de ce pays. Je me suis mis à faire des documents que j'ai adressés assez régulièrement au président de l'Assemblée nationale, au Premier ministre, au président de la CNC, du CNC, et à d'autres entités de notre pays. Et je profitais également de cette occasion pour adresser certains de ces documents que je rédigeais, qui expliquaient le souci réel du mouvement de redressement national à certaines missions diplomatiques. C'est certain que quand vous éveillez le sentiment nationaliste à tous les niveaux en Afrique, vous ne soyez pas apprécié et vous ne soyez pas soutenu. Là se trouve le problème du Morena. Voilà, aujourd'hui. Est-ce que c'est ce qui vous amène à ne pas reconnaître, après toutes ces années qui sont passées, je fais allusion des années après 2009, de reconnaître que Ali Bongo Ondimba est le président du Gabon et qu'il a gagné les élections? Mais je crois quand même que nous devrions nous-mêmes donner l'exemple de l'honnêteté, l'exemple de la sincérité. Est-ce que vous qui me posez la question, vous qui me posez la question, êtes convaincu que Ali Bongo a gagné l'élection? Je me réfère aux institutions, Monsieur le Président. Non, mais nous partons du principe. Vous n'avez pas confiance à nos institutions? Non, je crois que telles que les élections se sont déroulées, je vous l'ai dit l'autre jour, moi je n'accepte pas ces résultats. Puisque le Haut-Togo ne peut pas voter un seul candidat. Et puis on parle de tribalisme, on parle de, comment vous appelez ça, sectarisme. Vous imaginez, lorsque une province ne vote qu'un candidat. Et si d'autres provinces essayent de donner la majorité, on qualifie ces provinces de tribalistes. Et les résultats qui sont venus du Haut-Togo, moi je ne les ai pas considérés comme des résultats fiables. Nous voulons que ce soit le peuple gabonais qui s'exprime, que le peuple gabonais librement choisisse les dirigeants. Et quand Ali affirme qu'il avait déjà pris le pouvoir depuis 2007, il va de soi que cette élection n'était qu'une simple parodie. Une simple parodie. Donc, c'est lui qui avait les tenants et les aboutissants du pouvoir au Gabon. Et pour rendre cette situation officielle, on nous a demandé d'organiser une élection présidentielle pour qu'on puisse le proclamer élu. Moi, en tant que membre du Morena, membre fondateur du Morena, je n'accepte pas ces principes qui ne répondent pas aux règles démocratiques. Vous voulez donc nous dire que le Gabon n'est pas un pays démocratique, Monsieur le Président? Vous me surprenez. Non, jusqu'aujourd'hui, le Gabon n'est pas un pays démocratique, puisqu'à chaque consultation, le peuple ne retrouve pas au niveau des institutions les personnes qu'il aurait choisies. Vous le savez pertinemment. Et c'est ce qui constitue plus ou moins le grand clivage entre le pouvoir et le peuple gabonais. Monsieur Koga, nous estimons qu'il faudrait que les gens fassent. J'ai dit dans le document que le PDG ne pouvait pas miraculeusement se transformer en parti démocratique. Et dans un document, il y a quelques années, j'avais dit que le PDG en tant que parti unique s'était trompé de devise. Dialogue, tolérance, paix. J'ai dit, mais un parti unique ne peut pas prôner le dialogue. Le parti est une personne physique, morale, par le plus exact, morale. Et que
pour que cette personne morale puisse dialoguer, elle doit avoir une autre personne morale en face d'elle. Or, parti unique, mais vous ne pouvez pas dialoguer sans un autre parti en face. Et encore, vous vous imaginez, dès qu'on a essayé de poser le problème du multipartisme, on nous a pris, on nous a mis en prison. Où est le dialogue? La tolérance, mais ne tolère qu'à l'autre. Vous vous imaginez? Mais si vous êtes seul, vous allez tolérer à qui? À vous-même. Hein? Et puis, je dis dans cet article que la paix, mais le PDG réunit tous les ingrédients qui peuvent entraîner une explosion. La mauvaise répartition des revenus du pays, une immigration sauvage, ainsi de suite, ainsi de suite. Vous-même, vous vivez tous ces éléments. Par conséquent, pour moi, la devise du PDG ne correspondait pas à un parti qui se retrouve dans ce... Je dis, mais est-ce que vraiment, ce sont les Gabonais qui ont choisi cette devise? Monsieur le Président, Omar Bongo, de son vivant, disait: lorsqu'un étranger vous apporte sa force de travail, donnez-lui en retour votre amitié. Mais lorsqu'on vous entend parler, et d'après ce qui se dit dans les couloirs, parce que d'aucuns ont du mal à vous le dire en face, vous êtes un tout petit peu xénophobe. Vous n'aimez pas les étrangers? Mais pourquoi je n'aimerais pas les étrangers? Mais je dirais que les étrangers ne doivent pas se substituer à moi. Je suis Gabonais, mais il ne faut pas que ce soit les étrangers qui viennent, qui prennent... Vous savez, M. Ekoga, plusieurs personnes se demandent aujourd'hui si Omar Bongo n'était pas centrafricain. Il parlait sango, couramment, comme si c'était sa langue maternelle. Et alors, l'autre, moi j'ai posé aussi le problème de ses origines. C'est qui l'autre? Ali Bongo, si c'est son nom. Vous avez du mal à prononcer son nom, on dirait. Pourquoi? Mais moi j'ai commencé mon combat avant Ali Bongo. Moi je ne le vois même pas. Moi j'ai commencé quand je suis allé en prison en 1981. Mais Ali Bongo était un jeune. Il était un jeune. Il bénéficie d'une situation qu'il n'a pas créée. Pourquoi voulez-vous que je m'en tienne éternellement à lui? Tout ce qui marque sa vie, mais ce n'est pas lui qui l'a créé. Donc aujourd'hui, quand je parle des problèmes du Gabon, il ne peut pas s'en prendre à moi. Puisqu'il m'a trouvé en train de poser les problèmes fondamentaux de ce pays. Est-ce que c'est ce qui justifie votre non-alignement à l'idéologie de la tenue d'une conférence nationale souveraine? Parce qu'on ne vous a pas vu très actif là-dessus, hein, même si d'une manière ou d'une autre, ça a été galvaudé. Monsieur Koga, vraiment vous êtes en mission aujourd'hui, parce que cette émission me paraît assez orientée. Bon, merci beaucoup. Mais quand nos amis, d'abord je vais vous révéler que lorsque les membres de l'ancienne Union nationale ont été reçus à Paris, j'avais été invité. On a envoyé un billet pour que je regagne Paris, la diaspora. Mais ce billet a été camouflé. Par qui? Bon, c'est par un prêtre. C'est un prêtre qui devait faire ça. Il se reconnaîtra. Il se reconnaîtra, et il le sait. Un prêtre. Et quand nos amis qui étaient partis à Paris sont rentrés, ils nous ont parlé de la conférence nationale. Bon, vous savez, quand on n'est peut-être pas très bien compris, on me dit, je dis des choses trop clairement, je dis oui, il y a des moments où il faut parler pour que le peuple sache quelle est la vérité. Moi, j'ai posé la question à nos amis de savoir quels étaient les moyens dont ils disposaient pour convaincre le gouvernement gabonais à convoquer une conférence nationale. Parce que c'est le pouvoir qui convoque une conférence nationale. Je leur ai demandé s'ils avaient eu, du côté de la France, des garanties qui pouvaient permettre, à un moment ou à un autre, de pousser le gouvernement gabonais à accepter l'organisation d'une conférence nationale pour que la situation de notre pays soit examinée sereinement. Mais on m'a demandé non, on m'a répondu en disant non, mais vous, vraiment, vous pouvez poser toujours des questions qui ne correspondent pas.
nous avons décidé qu'il y ait conférence nationale. Si tel est le cas, je vais voir comment elle va s'organiser si l'ensemble des données qui peuvent pousser un pouvoir à organiser une conférence nationale, si ces données n'existent pas. Quand on a demandé aux gens d'aller se faire inscrire, ça servait à quoi? Moi, je ne suis pas parti. Je ne suis pas parti. Et j'ai même eu peur que ce soit une nouvelle diversion. Une nouvelle diversion. Et jusqu'aujourd'hui, cette conférence nationale n'est pas organisée. Voilà pourquoi je me pose souvent des questions de savoir si nous visons les mêmes objectifs. Pendant plusieurs mois dans ce pays, on a fait du tapage. Voilà, c'est ça le terme que je voulais. Du tapage sur ce problème de conférence nationale. Et aujourd'hui, elle n'existe pas. Elle ne s'est pas tenue. Et je vous rappelle que moi, je disais à l'enquêteur qui m'avait interrogé en 1981 et qui me demandait pourquoi vous avez fait le livre blanc. Je lui ai dit, nous avons fait le livre blanc pour créer un choc duquel résulterait un débat national. Ce débat national a eu lieu 9 ans plus tard. Monsieur le Président, on a également parlé de la biométrie. Nous vous avons vu sur le terrain avec vos pairs de l'opposition, ayant pour slogan très populaire, pas de transparence électorale, pas de biométrie, pas d'élection. Nous étions là en 2011 lors des législatives. Les résultats ont été ce qu'ils ont été. En 2013, pour les locales, et au sortir, ou alors pendant une conférence de presse, quelqu'un qui était dans cette tournée nationale avec vous, et qui d'ailleurs était candidat à ces locales, pour ne pas le citer, M. Jean Hérondon, moi ça sonnait un tout petit peu mal dans ma tête d'entendre dire ce dernier que les Gabonais n'ont pas besoin de biométrie, que les Gabonais n'avaient pas besoin de biométrie pour les élections locales. Quand on sait qu'en 2011, avec vous, il disait pas d'élection, pas de transparence électorale, pas de biométrie, pas d'élection. Comment l'expliquez-vous? Merci, M. Koural. Ce qui est certain d'abord, c'est que je ne peux pas répondre à la place de M. Yégué. Vous êtes un homme politique avisé. Non, ça je le sais, je donnerai mon point de vue. Bon, je donnerai mon point de vue très très rapidement. Je vous ai dit tout à l'heure que certains nous donnaient l'impression de vouloir retourner à la maison du Père. Nous avons effectivement fait le tour du Gabon pour dire aux Gabonais qu'il fallait désormais qu'ils prouvent à la face du monde qu'ils n'acceptaient pas le système que le PDG a imposé dans ce pays. Mais évidemment, il ne faut peut-être pas le souligner, mais à la fin des élections de 2011, j'ai pu entendre certains amis dire « Nous irons aux élections locales, quelles que soient les circonstances. » Vous comprenez? Parce que nos militants risquent d'être harassés des boycotts. Or, notre objectif n'est pas d'accompagner le PDG. Notre objectif est de faire comprendre au peuple gabonais qu'il doit prendre désormais ses responsabilités en accompagnant, s'il y a élection, dans des conditions les plus rigoureuses de transparence. Bon, mais tant que ces conditions rigoureuses de transparence ne sont pas organisées, il serait mieux de ne pas y prendre part. Vous savez, on vous dit souvent que après les élections, les tenants du pouvoir ne sont pas gênés. Mais j'ai entendu une personnalité me clamer avant les élections de 2011. Nous sommes fatigués d'être indexés lors des conférences internationales, au cours des conférences internationales, en nous faisant passer pour des gens qui sont mal élus. Vous êtes mal élus. Ce qui veut dire que dans notre pays, malgré toute la phraséologie,
malgré tous les discours du PDG, il n'y a pas de démocratie. Et pendant qu'il n'y a pas de démocratie, je ne vois pas trop pourquoi on va nous dire, c'est le défunt Pierre Mambundu qui avait lancé effectivement l'idée de l'adoption de la biométrie dans notre pays, estimant que cela pourrait améliorer au départ la liste électorale et ensuite, avec la confirmation des électeurs le jour de l'élection, affirmer qu'il n'y a pas eu de doublons, affirmer que ce sont des Gabonais eux-mêmes qui votent, affirmer ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite, pour que les résultats soient fiables. Malheureusement, la biométrie, telle qu'elle a été initiée, n'a servi qu'à établir une liste électorale. Et dans cette liste électorale, on y a inséré des gens qui n'auraient pas dû y figurer. Par exemple. Oh, vous en connaissez suffisamment. Les noms ont été cités. J'ai même mis certains dans ma déclaration du 10 octobre. Donc, enfin, vous les connaissez. Alors, Monsieur le Président, l'ambition de tout parti politique qui se respecte est d'accéder au pouvoir. Or, depuis 1900, longtemps, pour parler ainsi, nous savons ce que c'est les élections au Gabon. Est-ce que vous pensez qu'il y a un autre moyen d'accéder au pouvoir en dehors de ces élections qui sont faites façon? Bon, merci, M. Kovacs. Ce qui est sûr, c'est que les peuples reprennent le pouvoir de différentes manières. Ils le prennent lors des élections si, je peux dire, il a atteint une certaine maturité. Je dirais même les dirigeants ont atteint une certaine maturité pour accepter l'alternance. Mais il y a aussi une autre manière. Quand le peuple est excédé, il se soulève. Il arrache le pouvoir. Et c'est ce qui se passe pratiquement de nos jours. Vous voyez, mais le peuple gabonais est endormi. Mais je vous ai dit tout récemment que ce n'est pas moi qui ai écrit la Concorde. On dit au peuple gabonais, éveille-toi, Gabon. Donc, ce mot, nous l'avons répété à plusieurs reprises, sans en prendre conscience d'une manière très sérieuse. Peut-être que le peuple gabonais se plaît dans la situation, Monsieur le Président. Je ne pense pas. Je vous l'ai déjà dit également que le peuple gabonais ne peut pas se complaire. Mais les enseignants sont en grève depuis plus de 15 ans. Est-ce que vous pensez que ceux qui font grève pendant plus de 15 ans se complaisent dans leur situation? S'il vous plaît. Mais vous avez les autres dans d'autres secteurs. Bon, vous avez le pays qui n'a pas de route. Je vous dis, nous partons d'un principe qu'il faut développer le Gabon. Hein? Un développement intégral et un développement intégré. Il faut que ce soit nous-mêmes qui soyons les acteurs du développement. On a inculqué aux Gabonais l'idée que le pays ne peut être développé qu'à part des gens qui viennent d'ailleurs. Non. Non, il ne faut pas qu'ils continuent à être spectateurs dans leur propre pays. Mais il faut qu'ils sachent que ce sont eux qui doivent être les acteurs réels et de leur bonheur et du développement de leur pays. Mais on pense que nous, qui parlons comme nous le faisons, nous nous complaisons à parler. Non. C'est parce que pour nous, la situation est très grave. Et je le crains, progressivement, nous sommes envahis. Et demain ou après, certains n'ont-ils pas dit en 2009 que le Gabon était devenu un État d'un pays? À la gare routière. Est-ce que ce n'est pas ce que nous vivons? Voilà pourquoi nous estimons qu'il faut que nous bâtissions notre démocratie et que nous soyons les acteurs de notre développement. Qu'est-ce que vous avez comme moyen pour le faire? Je vous ai dit dès le départ qu'au début était le verbe. Et le verbe s'est fait chair. Et je compte sur les Gabonais
conscients de la situation pour qu'ensemble nous changions la donne. Et j'interpelle la communauté internationale, même si je suis un individu. J'interpelle la France, qui, d'une manière ou d'une autre, connaît cette situation, d'une manière ou d'une autre, crée ces situations. Et je leur ai demandé un jour, qu'est-ce que nous leur avons fait pour empêcher qu'un Gabonais authentique accède au sommet de l'État, accède à la présidence de la République. On est parti chercher Bongo au Congo pour en faire un président de la République au Gabon. Hein? On a mis Ali Bongo à la présidence de la République. Qu'est-ce que les Gabonais ont fait à la France pour que la France refuse que nous puissions... On ne nous parle pas de démocratie, elle n'existe pas. Ce n'est pas Bongo qui a fait le parti unique, c'est la France. Puisque le parti unique se retrouvait au Congo, au Cameroun, au Togo, en Centrafrique et partout. Donc, ce n'était pas Bongo qui a conçu. Certains m'ont même dit à un moment donné que j'étais en train de défendre Bongo. Mais il faut tenir compte des réalités. Mais pourquoi a-t-on mis les partis uniques? C'est pour opprimer le peuple et pour permettre aux investisseurs, enfin, à ceux qui exploitent nos minerais, d'être à l'aise. Que la France sache que si je parle français, ce sont eux qui ont fait de moi ce que je suis aujourd'hui. Alors, Monsieur le Président, je voudrais vous poser cette question. Et là, je vous regarde dans les yeux. Je vous en prie. Êtes-vous prêt à manger sur la même table qu'Ali Bongo Ondimba? Ça dépend des circonstances. Ça dépend des circonstances. Parce que c'est pas donné. Mais je n'ai rien en tant qu'individu contre lui. Mais je dis, les circonstances qui l'ont amené à la présidence de la République ne sont pas les plus régulières. Et je le dis dans l'intérêt supérieur de ce pays. S'il défend les intérêts de certains, moi je dis que moi, en tant que Gabonais, j'ai l'obligation de défendre les intérêts de mon pays et les intérêts du peuple gabonais. Dernièrement, sinon en 2013, vous avez saisi la Cour pénale internationale par rapport à un certain nombre de faits remarqués et remarquables au Gabon. Où en sommes-nous par rapport à cette saisie? Je voudrais tout simplement vous dire que la Cour pénale internationale nous a adressé une correspondance le 11 septembre 2013. Et cette correspondance, c'est l'accusé-réception. La Cour pénale internationale est un tribunal qui a ses méthodes de travail, ses méthodes d'investigation. Nous lui laissons la responsabilité d'apprécier le document que nous lui avons envoyé. Monsieur le Président, vous avez 45 secondes pour vous adresser aux Gabonais en termes de conclusion. Merci. Je voudrais tout simplement dire aux Gabonais, et au peuple gabonais, même aux étrangers, que le combat que mène le mouvement de redressement national n'est pas un combat contre les individus, mais le combat qui vise à atteindre le bonheur du peuple gabonais. Le combat qui vise à développer ce Gabon. Le combat qui veut que les Gabonais soient des véritables vecteurs du développement de notre pays. J'attends tous les Gabonais pour que, ensemble, nous puissions nous engager dans ce combat. Ensemble, nous puissions prendre en main les leviers de ce pays pour le construire, parce que nous l'aimons et nous l'aimons plus que tout. Je vous remercie. Voilà, mesdames et messieurs, c'était votre émission Les choses du pays, le thermomètre de la société, l'émission du peuple pour le peuple et par le peuple. Merci encore à vous d'avoir été des nôtres. Au revoir et à très bientôt. Très bien.